Coucou, c'est le Pocute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 15 choses à faire à Tokyo. Bien sûr je me base sur mon expérience pour cette vidéo. Et donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et je vais vous donner pas mal de petits conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu. Du coup c'est parti, on commence avec la première chose qui est assister à un festival traditionnel japonais. Alors des festivals traditionnels, il y en a surtout l'été mais en réalité il y en a tout au long de l'année. Pourquoi je vous conseille de faire un festival? Déjà c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant. Alors, bien sûr je vous parle pas des plus grands festivals comme par exemple les festivals qu'on peut trouver à Asakusa. Moi je vous parle vraiment des festivals qu'on peut trouver dans les petits temps. Par exemple nous on avait le Ume Matsuri qui était le festival des pruniers, parce que les pruniers étaient en fleurs à ce moment-là. Mais vous avez des festivals sur des tas de thèmes différents. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dans un festival? Donc c'est pareil, ça va dépendre du thème du festival en question. Déjà il y a pas mal de coins photos si c'est un festival en rapport avec les fleurs. Il y a beaucoup de stands de nourriture. C'est de la nourriture qu'on va retrouver essentiellement dans les festivals et pas ailleurs. Et du coup elle est pas chère, elle est super bonne. Et il y a vraiment beaucoup de choix de choses que vous pourrez goûter que là-bas. L'ambiance est bien sûr très sympa, il y a souvent des petites activités comme par exemple du chant, des petits spectacles, des choses comme ça. Parfois on peut même rencontrer des mascottes, par exemple la mascotte du quartier. Les japonais sont pas forcément habitués à avoir des étrangers dans leur festival et du coup ils vont se montrer plutôt curieux avec vous, encore plus si vous venez en yukata. Et il y en a pas mal qui risquent de vous aborder, vous demander pourquoi vous êtes là, comment vous avez trouvé ce festival. C'est une ambiance qui est vraiment sympa et qui est vraiment unique, qu'on peut retrouver que dans ce genre de situation. En numéro 2 des choses à faire, je voudrais vous parler de Nakano Broadway, des book-off et des vides-greniers. Nakano Broadway en fait c'est un grand centre commercial sur plusieurs étages qui est situé dans un quartier donc du côté de Nakano, et il a une particularité, c'est que la plupart des boutiques vendent de l'occasion, enfin de l'occasion mais de l'occasion japonaise je précise, qui s'apparente souvent à du comme neuf en réalité, et ils vendent aussi des choses neuves mais qui ont été revendues par un particulier. Donc là-bas vous allez pouvoir faire des affaires en or, en tout cas beaucoup plus qu'à Akihabara qui est le quartier un peu geek, et alors encore mieux que Nakano Broadway, ça va être les book off et les hard off. Donc c'est deux filiales, deux magasins, enfin ça appartient à la même filiale, si possible ceux qui se trouvent en périphérie de Tokyo ou dans les campagnes, et les vides-greniers, parce que c'est là-bas que vous allez pouvoir faire des affaires en or. Alors jeux vidéo, figurines, bouquins, même par exemple artwork, ce genre de choses, vous allez les trouver pour beaucoup moins cher que ce que vous pourrez trouver à Tokyo. Donc vraiment pour faire votre shopping, je vous conseille Nakano Broadway. Alors ce qui est pratique à Nakano Broadway, c'est qu'il y a des tas de magasins rassemblés en fait à un seul endroit. Ce sera pas forcément le moins cher au niveau avantage, mais vous aurez plus de chances de trouver la pièce que vous recherchez et tout simplement de trouver des petites choses parce que tout est au même endroit, il y a des tas de boutiques à faire, faut vraiment prévoir tout un après-midi pour y aller. Mais par contre si jamais vous tombez sur des book off ou des hard off, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que souvent il y a des petites choses qui valent le coup. Du coup pour la troisième chose à faire, je voudrais vous parler des cafés à thème. Alors il y a deux types de cafés à thème sur Tokyo, c'est les cafés à thème qui sont permanents et les cafés à thème qui sont temporaires, c'est-à-dire qu'ils vont être là sur une petite durée. Donc déjà pour commencer les cafés à thème permanents, j'en connais plusieurs mais il y en a deux que j'ai fait. Donc il y a le Pokémon Café et j'ai également fait le café Mugiwara, mais il y en existe d'autres. Par exemple il me semble qu'il y a un café Square Enix, les cafés qui sont temporaires, par exemple le temps où on était à Tokyo, il y avait un Kirby Café qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, un Hamtaro Café qu'on a fait, par exemple il y avait aussi un café en rapport avec Resident Evil et à d'autres avec Dragon Quest. Donc régulièrement, faut se tenir au courant sur internet, d'ailleurs je vous mettrai un petit site en description sur lequel sont répertoriés les cafés temporaires. Régulièrement il y a des cafés qui ouvrent temporaires et on a les cafés à thème qui sont permanents. Et donc ce qui est super bien dans ces cafés déjà c'est que c'est l'ambiance tout simplement, on se retrouve dans une ambiance complètement en rapport avec le thème du café. Et ce qui est aussi vraiment bien dans ces cafés là, c'est qu'on peut trouver des goodies exclusifs, c'est-à-dire des goodies qu'on ne trouve que dans ce lieu-là en rapport avec le thème. Il y a aussi beaucoup de coins pour prendre des photos. Et bien sûr, le point central, la nourriture. Alors je dis pas que c'est toujours bon, par exemple, le Pokémon Café c'était super bon, mais le Hamtaro Café c'était un peu moins bon. Voilà. Dans tous les cas, la nourriture est super belle. Du coup, ça fait des super photos, notamment pour Instagram. Tout est mis en forme pour que ça ait un rapport en fait avec le thème choisi. Voilà, donc c'est l'occasion de passer un bon moment entre amis. Faut savoir qu'à chaque fois quand vous allez dans un café à thème, le temps est limité. De toute façon, les inscriptions se font forcément en aval et il faut même s'y prendre vraiment en avance, parce que par exemple pour le Kirby Café on n'a pas pu y aller parce que vraiment ça a été pris d'assaut tout de suite, en sachant que le café Mugiwara par exemple on n'a pas eu besoin de réserver. Mais le Pokémon Café je vous laisse imaginer qu'il faut s'y prendre au moins un mois à l'avance. Faut savoir que la nourriture est souvent assez chère, donc voilà je vous conseille d'en faire un qui a un rapport avec un thème que vous aimez vraiment. Pour le quatrième point je voudrais vous parler d'un musée, ça s'appelle le Team Lab Borderless. Alors pour ceux qui sont sur Instagram vous avez peut-être déjà vu passer des photos en rapport avec le Team Lab parce que c'est quelque chose qui est très instagrammable, je sais pas du tout si ça se dit ce terme mais bon vous aurez compris.
Alors c'est très particulier, hein. Vous arrivez dans le noir en fait, dans des grands couloirs noirs, vous entrez dans des pièces et alors là on va dire que tous vos sens sont chamboulés parce que c'est très difficile à décrire en réalité, hein. C'est vraiment compliqué à décrire, mais en gros vous êtes en dehors du temps et en dehors de toute réalité. Il y a des projections numériques sur les murs, tout autour de vous, sur le sol, sur le plafond, des odeurs qui sont diffusées, des choses en relief, des jeux sur la perspective. Il n'y a pas de sens de visite ou quoi que ce soit, vous déambulez dans les espaces, c'est un truc à expérimenter, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez réserver en ligne, le site est en anglais et je vous conseille en tout cas de réserver à l'avance le jour où vous voulez y aller. Et tant que vous êtes là-bas, et bah profitez-en pour visiter Odaiba parce que l'île d'Odaiba c'est vraiment un endroit super où il y a plein d'activités à faire en tout genre. Du coup on reste à Odaiba et je vais vous parler du Oedo Onsen Monogatari. Donc le Oedo Onsen Monogatari, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, voilà, je vous remets une petite fiche pour que vous alliez la voir tout simplement. Je vais pas revenir complètement dessus parce que j'ai déjà décrit ce que c'était. C'est un endroit où vous pouvez tester les onsen pour la première fois et aussi tout un tas de nourriture, etc. Donc c'est un des endroits que je vous recommande absolument. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo là-dessus, et ben allez la voir dès que vous aurez fini celle-là. Pour le 6e point, alors ça va être une généralité, mais il faut absolument profiter de la nourriture à Tokyo. Pourquoi je vous parle de la nourriture à Tokyo? Parce qu'il y a tellement de choses. Je crois, il me semble, je peux pas dire de bêtises, mais que c'est une des villes où il y a le plus de restaurants. Et justement, il y a une concurrence qui est énorme. Mais surtout, il y a énormément de spécialités et de choses qu'on peut trouver que là-bas, ou en tout cas qu'on peut trouver qu'au Japon. Par exemple, à Harajuku, vous avez un magasin qui s'appelle Cookie Time. Et dans ce magasin, donc qui est bien sûr basé autour des cookies, vous pouvez acheter de la pâte à cookies crue. Alors, il n'y a pas que ça, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, c'est une des choses qu'on peut acheter. Voilà, vous avez le fameux melon de panne, alors à toutes les sauces, avec de la glace dedans, salé, sucré, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est autour du matcha aussi. Les sushis de très grande qualité pour pas cher du tout, ça n'a rien à voir avec la France. Enfin bref, ça serait un peu compliqué de vous parler de toute la nourriture qu'on peut trouver à Tokyo parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Et du coup, je vous ai préparé une petite carte, c'est une carte Google Maps, hein, sur laquelle j'ai mis tous les endroits que j'ai aimés en termes de nourriture, avec des petites annotations sur ce qu'on peut y trouver. Et si vous vous rendez à Tokyo, bah, il suffit d'aller voir cette carte, vous pouvez aller voir mes recommandations, et comme ça, bah, ça vous donne une petite idée d'endroits où vous pouvez aller manger des petits trucs sympas. En 7, on reste dans la nourriture, même si c'est pas tout à fait ça. Faire un bento et aller pique-niquer dans un parc japonais. Alors moi je pensais tout particulièrement au parc du Palais Impérial, mais vous pouvez aller pique-niquer dans n'importe quel parc, et encore plus si c'est la saison des sakura, là c'est magnifique. Mais même quand c'est pas des sakura, vous pouvez le faire, c'est super. Donc vous préparez un bento si vous avez une cuisine, si vous n'avez pas de cuisine c'est pas grave. Dans tous les combini à Tokyo, on peut trouver des petits bento qui sont vraiment pas chers et qui sont super bons. Et vous allez vous trouver un coin dans un parc, vous installez votre couverture et là vous profitez du calme, vous profitez de la vue et vous mangez un bon bento. C'est vraiment, je pense, une expérience à faire quand on se trouve au Japon. En 8, on va parler du musée Ghibli. Alors Ghibli, moi j'ai toujours dit Ghibli, mais les japonais m'ont assuré que chez eux ça se dit Ghibli, donc ce sera Ghibli. Donc voilà, ce musée est un petit peu excentré de Tokyo, mais c'est assez facile d'accès, hein. Vous pouvez y aller avec la carte Suica, il n'y a pas de souci. Il faut acheter les billets bien en avance sur internet, et pour ça je vais vous mettre un site qui est très pratique, un site qui est en anglais, pour pouvoir commander vos billets au même prix que si vous étiez au Japon. C'est un musée qui est absolument magnifique. C'est vraiment dommage parce qu'à l'intérieur on ne peut pas prendre de photos, on ne peut pas faire de vidéos. À l'extérieur et du côté du restaurant, là vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et donc quand on est fan de Ghibli, c'est un endroit où il faut absolument aller. Tout rappelle le travail d'Hayao Miyazaki, voilà, c'est vraiment un endroit incroyable. Il y a des expositions permanentes, des expositions temporaires, il y a des boutiques aussi à l'intérieur bien sûr. Il y a même un grand espace de jeu avec le chabus pour les enfants. Et en plus de ça, le petit ticket d'entrée qui d'ailleurs est très mignon, vous permet d'accéder à une projection unique qu'on ne peut avoir que dans ce musée. La production change parce que quand on y est l'année dernière et cette année, ce n'était pas la même. Ça fait de très beaux souvenirs et au moins une fois, c'est un endroit à faire. Je vous conseille bien sûr de faire les boutiques qu'on trouve sur Tokyo. Il y en a une notamment, je pense à Tokyo Solamachi, qui est vraiment sympa, où il y a un espace pour prendre des photos. La boutique est assez grande, il y a pas mal de choses. Et je pensais aussi à la boutique qui se trouve à Kamakura, la ville de Kamakura, parce qu'elle a un design vraiment original et assez unique. Donc autre chose que vous pouvez faire, là je vous mettrai le petit lien sur la carte, hein, que je vais faire Google Maps, vous pouvez acheter des choux à la crème en forme de Totoro. Voilà, donc ça se passe aussi à Tokyo, mais pas près du musée. En 9, je voudrais vous parler de la Tokyo Tower. Déjà avant d'accéder à la tour, vous pouvez accéder en fait au temple qui se situe en bas de la tour au niveau du parc, qui s'appelle Zojoji, si je me trompe pas. Et ce qui est incroyable avec ce parc, c'est que vous avez une vue vraiment intéressante du temple et de la tour, l'un à côté de l'autre, donc c'est vraiment le moderne et le traditionnel qui se mélangent. Une fois à la tour de Tokyo, vous allez vous rendre compte que c'est pas qu'une tour, en fait il y a beaucoup de choses à l'intérieur, des magasins, des restaurants où vous pouvez manger. Vous pouvez bien sûr accéder à la vue depuis la tour, donc c'est payant hein, pour monter dans la tour, en sachant que c'est pas la plus haute tour de Tokyo et qu'il y a d'autres points de vue gratuits. Par exemple, vous avez du côté de Shinjuku un bâtiment gouvernemental où là la vue est beaucoup plus haute et en plus de ça c'est gratuit. Moi ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment l'univers de One Piece. On trouve déjà un café permanent, comme j'en ai déjà parlé, c'est le café Mugiwara. Il y a aussi un restaurant
restaurant, c'est le Bharati de Sanji. Il y a même des petits pains en forme de chapeau de paille, c'était assez sympa, et la déco, que ce soit le café ou le restaurant, sont vraiment sympas. Et à l'étage, en fait, vous avez le parc One Piece, et du coup, dans ce parc, il y a plein de petites activités à faire. C'est pas un parc comme un parc d'attractions avec des manèges, des choses comme ça, mais vous avez plein de petites activités, par exemple la petite maison hantée de Brook. Vous avez aussi des activités qui regroupent tous les personnages, et il y a aussi tout un espace, bien sûr, où on peut trouver les dessins de Eiichiro Oda. Et donc, le fameux spectacle qui est juste incroyable. Franchement, si vous allez au parc One Piece, prenez le billet avec le spectacle, c'est un peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup, le spectacle est super. Donc du coup, c'est avec des vrais acteurs, un spectacle avec des vrais acteurs qui ressemblent vraiment aux personnages de One Piece. Ce spectacle est vraiment super génial, donc je vous le recommande à 200%. Et du coup, on va passer au 10. Je vous conseille bien sûr de visiter les temples bouddhistes et shintoïstes de Tokyo. Donc là, je vous ai parlé du temple Zojoji qui se trouve à côté en fait de la tour de Tokyo. Sur la carte, je vais vous mettre des petits points de repère pour les temples, hein. Vous verrez, il sera des couleurs différentes pour les temples que j'ai fait parce que ça va être compliqué de parler de tous les temples, en sachant que chaque temple en plus a sa spécificité, a son petit truc à lui. Par exemple, le temple Gotokuji, c'est le temple des chats. C'est un temple qui a été très sympa à visiter, qui est très grand, dans lequel on peut trouver des tonnes de statuettes de chats. Vraiment, je vous conseille d'aller visiter les temples, d'autant qu'il y a énormément de choses à faire dans chaque temple. Par exemple, tirer un omikuji, faire remplir son goshuinsho, accrocher un emma. D'ailleurs, si toutes ces petites choses vous intéressent, parce que peut-être que là je vous ai parlé dans une langue qui vous est totalement inconnue, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, ce qu'il faut faire. Moi en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je serais très contente de pouvoir faire une vidéo là-dessus. Donc là on repasse sur quelque chose un peu plus moderne pour le numéro 11, Sanrio Puroland. C'est tout simplement le parc à thème Sanrio. Donc Sanrio, c'est les personnages, alors je vais vous en dire un tout de suite, ça va vous parler, Hello Kitty. Mais vous avez aussi Cinnamoroll qu'on voit ici. Sanrio Puroland, du coup c'est vraiment le parc à thème en rapport avec Sanrio, et c'est vraiment un super parc à thème. Honnêtement, j'ai un peu regretté d'avoir pris un billet après-midi parce qu'on a pris des billets après-midi qui sont moins chers. Souvent dans les parcs au Japon, vous avez le choix entre les billets, et les billets après telle heure sont moins chers que les billets avant. Je regrette un petit peu parce que c'était tellement grand, j'imaginais pas que c'était aussi grand. C'est vrai que quand je voyais le plan, quand je voyais tout ça, j'ai l'impression que c'était plutôt petit, et du coup on n'a pas eu le temps de tout faire et c'est bien dommage. On peut retrouver tous les personnages de Sanrio, y compris par exemple Gudetama. Gudetama, vous devez le connaître, hein, c'est le petit œuf qui dit tout le temps lazy, je sais pas si ça vous parle, mais vous avez des attractions en rapport avec chaque personnage de Sanrio. Vous avez surtout des spectacles, c'est très connu Sanrio Puroland pour ses spectacles féeriques, tout s'illumine, enfin c'est vraiment super. Vous avez aussi des restaurants avec de la nourriture trop mignonne. Vous avez bien sûr des magasins avec des tonnes de goodies. Alors du coup, en numéro 12, je voudrais vous parler non pas de Tokyo mais de Kamakura. Donc c'est une ville qui se trouve au sud de Tokyo, c'est-à-dire que du coup c'est un petit peu excentré. Pareil, il faut à peu près, il me semble, 1h30, 2h pour y aller, toujours avec la carte Suica. Mais je voulais vous en parler parce que déjà c'est facilement accessible depuis Tokyo, et aussi parce que ça vaut vraiment le coup. Donc le mieux quand vous êtes à Kamakura, c'est de louer des vélos tout simplement et de tout faire en vélo. Et le lieu dont je vais vous parler en particulier, c'est un temple, et plus précisément une forêt de bambou, ça s'appelle Okokuji. C'est là-bas que vous pourrez trouver la forêt de bambou de Kamakura, et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je vous conseille vraiment d'y aller. Vous pouvez y boire le thé, pensez aussi à faire remplir votre goshuinsho quand vous serez là-bas. Et du coup, comme vous serez sur Kamakura, faut en profiter pour visiter le reste. Donc vous avez par exemple le Grand Bouddha, vous avez les plages, et vous avez aussi pas mal de petits magasins un peu traditionnels. Vous avez notamment du coup le magasin Ghibli, vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez manger. Donc en numéro 13, toujours pas sur Tokyo mais accessible depuis Tokyo, il faut absolument aller voir le mont Fuji. Donc bien sûr c'est un incontournable quand on va au Japon, c'est dommage d'aller au Japon et de ne pas aller voir le mont Fuji. Surtout que c'est hyper accessible, il vous suffit de réserver un bus, je vous mettrai le lien en description. Ce bus se prend à Shinjuku et ensuite vous n'avez rien à faire, vous vous laissez porter jusque là-bas. Et moi l'endroit où je vous conseille d'aller pour visiter le mont Fuji, c'est Fuji Yoshida avec la pagode Shuraito. Alors il y a plein de gens qui vont au lac Kawaguchiko, personnellement j'y suis jamais allée. Moi en tout cas le lieu que je vous conseille, il est vraiment incroyable, la pagode Shuraito. Alors faut pas avoir peur des escaliers parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça peut en refroidir plus d'un. Et en haut de la pagode vous avez un point de vue incroyable. Juste à côté vous avez un temple, vous avez aussi plein de petits restaurants de nouilles soba. Alors c'est des restaurants qui payent pas de mine, on dirait même pas que c'est des restaurants d'un point de vue extérieur, mais je vous assure que ça en est et que c'est super bon, c'est très familial on va dire. Et là-bas c'est la campagne japonaise hein, tout simplement. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la campagne, avec un peu de chance vous allez peut-être même rencontrer des singes. Donc juste petite recommandation, partez tôt le matin parce que c'est là que le mont Fuji a la vue le plus dégagée. Et bien sûr surveillez avant la météo du jour sur le mont Fuji. Tant que vous êtes là-bas, si jamais il vous reste encore du temps dans la journée, et ben il y a un parc d'attractions dans cette ville. Vous pouvez tout à fait passer la journée là-bas, il y a assez de choses à faire. En 14, donc avant-dernier, je vous conseille d'aller dans les quartiers un peu moins touristiques, un peu moins visités de Tokyo. Alors il y a ceux qui sont un peu moins touristiques et ceux qui ne le sont pas du tout, et je vous conseille quand même d'y aller. Donc dans ceux qui sont un petit peu moins touristiques, on va dire un petit peu moins connus, je pense notamment à Yanaka et à Sugamo. Yanaka c'est le quartier des chats, et c'est un quartier traditionnel parce que c'est un des rares quartiers qui a survécu
vécu à la Seconde Guerre mondiale. Les maisons sont authentiques et traditionnelles. Et Sugamo, c'est le Harajuku des mamies, le quartier de la mode, mais pour les grands-mères. C'est très particulier, mais c'est à voir, c'est très marrant. Et donc dans les quartiers encore moins touristiques, je pense aux quartiers qui sont en périphérie, par exemple Setagaya ou Ota, qui est pas très loin de l'aéroport Haneda d'ailleurs. Et alors pourquoi je vous conseille de vous perdre dans ces quartiers? Tout simplement parce que c'est là que vous aurez le Japon, je pense, le plus authentique. Des petites ruelles vraiment mignonnes, souvent vous allez voir des jardins japonais incroyables, des petits temples méconnus, vous allez aussi tomber sur des petites boutiques entièrement en japonais où tout est fait main. D'ailleurs les gens sont surpris de vous voir et sont contents de vous accueillir. Si vous avez l'occasion de vous perdre dans un de ces petits quartiers, allez-y parce que vous allez forcément vivre des petites aventures assez uniques, on va dire. Et pour le 15e point et dernier, des choses à faire à Tokyo, ça peut paraître évident mais c'est pareil, je vous le dis, allez à la rencontre des Japonais. Il y a plein de façons d'aller à leur rencontre. On parle de vraies rencontres, c'est-à-dire de moments où vous pourrez avoir de vrais échanges avec eux. Pour aller à la rencontre des Japonais, il y a plein de choses à faire. La chose la plus simple, je pense, c'est peut-être un peu plus coûteux, mais en tout cas c'est le plus facile, c'est de prendre un guide qui va vous emmener dans les izakaya ou qui va pouvoir vous organiser une rencontre par exemple avec des Japonais. Après vous avez des bars, par exemple Bonjour Tokyo. Bonjour Tokyo, c'est un bar qui organise des événements justement de rencontres entre des Français et des Japonais. Et troisième chose à laquelle je pense qui peut faciliter les rencontres avec les Japonais, c'est des ateliers cuisine par exemple, ou autre chose d'ailleurs, hein, qu'on peut faire par exemple avec Airbnb. Je me suis rendu compte qu'on peut s'inscrire à des petits ateliers de cuisine, par exemple quand fabriquer des onigiri, des choses comme ça. Ça se passe avec une personne qui se trouve au Japon, qui en général, c'est précisé dans l'annonce, hein, mais parle anglais ou voire d'autres langues. Et du coup, ça facilite aussi les rencontres avec des Japonais. Et bien voilà, on a fait le tour des 15 choses à faire, enfin que je vous conseille en tout cas de faire quand vous vous trouvez à Tokyo. Donc c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, basé sur mon expérience. Il y a des gens qui ont vécu d'autres expériences, qui auront d'autres choses à vous conseiller. En réalité, bon, je vous ai conseillé une partie des choses que j'ai pu faire, mais il y aurait tellement de choses à vous conseiller, tellement de choses à faire, que c'était très difficile de choisir 15 choses justement. Mais j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!